Alors, notre tout premier invité est là, Jean-Claude Tshibangou, je l'ai déjà présenté, il est président national du Rassemblement des démocrates chrétiens, RDC en sigle, mais RDC au masculin, le RDC. Effectivement. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver ce soir et permettez-moi de vous complimenter, vous êtes parfaitement bien habillé. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors, vous êtes juriste à la base? Je suis juriste, professeur de droit. Professeur de droit. Monsieur le Yes. professeur, ravi de vous retrouver. La sortie médiatique ou le recadrage du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, qui a cassé quelques décisions du ministère de la Justice, mais également qui a recadré le ministre Samuel Mbemba, qui avait tendance à pointer du doigt ou accuser les magistrats derrière le trouble à Makala. Valait-il la peine? Est-ce normal dans une démocratie comme ça? Bon, d'après notre regard... valait-elle la peine? C'est la sortie. Valait-elle la peine? Voilà. Bon, je pense que c'est à la fin, c'est à la conclusion que je vais dire si ça valait la peine ou ça valait pas la peine, mais je vais quand même me justifier. Vous savez, il y a un principe universel qui déclare que la justice élève une nation. C'est-à-dire que cela exprime l'idée que la justice est un pilier fondamental du développement et du progrès d'une nation. Et lorsque la justice, elle est juste et elle est appliquée de manière juste, elle a tendance à favoriser, comment s'appelle, un climat de confiance entre les citoyens et les institutions. Ce qui amène bien entendu à la stabilité sociale et économique. Et les deux entités, les deux dominantes, c'est-à-dire que le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature sont les véritables acteurs dans ce secteur-là, dans la mise en activité de cette justice juste-là. Donc cette contradiction au quotidien cette justice contradiction, juste. Le ministre de la Justice a la mission de définir les politiques publiques dans le secteur de la justice. Et les magistrats sont là pour faire en sorte que les lois du pays soient respectées. Donc cette contradiction n'a pas lieu d'être parce que le ministre de la Justice, c'est-à-dire si ça existe, si on l'observe, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a marché ou qui est en train de marcher sur le pied de l'autre. Ou c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas qu'on le contrôle. Alors que cela n'a pas lieu d'être parce que les deux doivent s'accorder pour que, effectivement, cette justice-là soit juste. Parce que donc, le ministre de la Justice fait partie du CSM aussi, non? Non, il ne fait pas partie du CSM. Le ministre de la Justice, il est politique. Qu'ils aient des points de vue contradictoires, c'est possible alors? S'ils ne font pas partie directement d'un même corps. Ils doivent être en accord parce que le ministre de la Justice n'est pas l'autorité hiérarchique du magistrat. Le ministre de la Justice, son autorité ne se limite qu'au pouvoir d'injonction qu'il donne au procureur général après la Cour de cassation, au procureur général pour ouvrir les informations. Mais c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est l'autorité, qui est le garant de l'indépendance du magistrat. Quand Samuel Mbemba s'en prend au magistrat en disant que ce qui s'est passé là, et même Constant Moutamba l'a dit indirectement, c'est un sabotage. Ce sont les magistrats qui continuent à envoyer les détenus ou même les coupables à Makala. C'est tout à fait normal que le CSM se sente touché. On dit bien Conseil supérieur de la magistrature, ce sont les magistrats qui sont indexés directement. En fait, les deux ont raison, les deux ont en même temps tort. Ok. La raison, c'est que nous avons tous constaté que la justice ne fonctionne pas. Et ceux qui sont en pleine activité dans cette justice-là, ce sont les magistrats du parquet et le magistrat du siège. Moi, j'évolue dans ce secteur-là. Je peux vous dire qu'il y a des moments, j'ai envie de raccrocher la tauge pour aller vendre des biscuits à Ouakadingue ou à Dima, au vu de ce que nous observons par rapport au comportement des magistrats. Mais ce n'est pas tous les magistrats. On vous chasserait à Ouakadingue. En tout cas, il y a des envies. À des moments, devant certaines situations, j'ai envie de raccrocher la touche. Mais, vous savez, cette affaire de corruption, c'est partout. Moi, j'ai un ami qui est dans l'autre cieux, chez les Blancs, où les pays de justice par excellence, il me dit, mais bon, j'ai quelques magistrats dans ma poche, alors que nous sommes dans les pays des Blancs. Donc, la corruption, ce n'est pas une question de la culture du ventre, c'est une question d'éthique. Et ça se travaille. Et donc, il fallait que les deux puissent
être en accord dans un cadre de concertation. Est-ce que ça existe d'abord aussi, ce cadre de concertation? Ça existe parce que la justice, c'est le Conseil supérieur de la magistrature, c'est pas d'aujourd'hui. Le ministère de la Justice avec le CSM, ça existe, réglementairement parlant, ils discutent. Ça devrait exister. Mais non, mais c'est ce cadre-là. C'est informellement qu'ils le font. Non, c'est officiellement. C'est un cadre parce que ce sont les entités de collaboration. Oui. Les entités de collaboration. Par exemple, pour ce qui concerne ce qui s'est passé à la prison de Makala, on ne peut pas empêcher à un magistrat, au regard de l'augmentation de la criminalité, empêcher à un magistrat, devant un criminel, en attendant de le déférer devant son juge naturel, de le mettre sous mandat d'arrêt provisoire. Et ici, au Congo, il n'y a pas de maison de détention. La seule maison de détention, c'est la prison de Makala. Donc on ne peut pas empêcher à un magistrat de faire son travail dans ce sens-là. Et on ne peut pas aussi empêcher à un ministre de donner la ligne de conduite par rapport à la manière de transmettre les détenus à Makala. Donc les deux ont raison, les deux ont aussi tort. Chacun pourra tirer la couverture de son côté, d'un côté ou de l'autre, pour voir dans quelle mesure on peut se mettre ensemble en vue de la bonne administration de la justice. Ce qui est démangeaisant, parce qu'on ne peut pas concevoir que les deux entités soient en contradiction. Parce que les deux visent le même objectif, la bonne administration de la justice. Normalement, ça devait se passer comment? Si le CSM se rend compte que le ministre de la Justice a pris une décision inique en interdisant aux magistrats de pouvoir transférer les détenus, il devait procéder comment? Au lieu de mettre tout sur la place publique. L'élégance devrait être d'activité. Au lieu de mettre sur la place publique, je pense que le responsable du Conseil, ça je crois que c'est le président de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle, M. Kamouleta, il devrait chercher à voir le ministre, chercher à rencontrer le ministre et lui parler dans Mahom. Le problème, c'est que les gens veulent individualiser la situation. Ils veulent individualiser. Alors c'est une question d'État. Ou politiser alors? Non, moi je parle d'individualisation. On pense que on confond la cuisine et le salon avec une question d'État. On n'en voudrait à personne. Moi, je ne voudrais pas indexer qui que ce soit, mais nous sommes en train de réfléchir parce que l'heure est à la réflexion. Oui. Nous sommes en train de réfléchir. Je me dis, la contradiction n'a pas lieu d'être. En principe, il devrait se mettre dans un cadre de concertation pour voir dans quelle mesure taire ces différends et réfléchir, développer un faisceau d'esprit à l'effet de la matérialisation de cette justice-là voulue de tous. Je vais peut-être rappeler à votre souvenir que avant cette sortie médiatique du CSM, le ministre de la Justice était allé voir le président du CSM, Kamouleta. C'était toujours au sujet dans cette dynamique-là, je suppose. Cette affaire voilà, on va dire, guéguerre entre le ministre et les magistrats. Apparemment, ils avaient semblé faire taire toutes les divergences. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le ministre prenne cette décision sans recourir au CSM par après? Vous savez, j'ai envie de dire certaines choses, mais lorsque je me rappelle de la phrase de mon épouse qui me dit « Mais bon, vous savez, tu es politicien, tu vas à la télé, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire parce que tu risques d'avoir des problèmes. » Mais il y en a marre. Jusqu'à quand on va avoir peur? C'est ça le problème. Jusqu'à quand on va avoir peur de dire les choses clairement? Parce que là, ça ne va pas. Parce que ça suppose que nous sommes en train de lutter, de vouloir lutter contre la corruption. La seule entité ou les seules entités qui peuvent permettre à ce qu'on puisse éradiquer, si pas diminuer en termes de dosage la corruption, c'est le ministre de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature. C'est les deux seules entités qui peuvent nous aider à régler cette question de corruption et autres. Mais si nous voyons ça, c'est que quelque part, il y a quelqu'un qui ne veut pas que certaines comment dirais-je, révélations puissent sortir au grand jour. Qui? Question mark. Peut-être le temps pourra nous permettre de répondre à cette question. Quand le Conseil supérieur de la magistrature dit de Samuel Mbemba qu'il a pris une décision illégale, c'est-à-dire en violation des textes légaux, qu'est-ce que ça implique par après pour un ministre qui viole la loi? Qu'est-ce que ça implique par après? Bon, c'est une autorité politique à une décision, à une sortie publique et ça va pas, on ne peut pas être poursuivi pour ça. C'est là que doit intervenir ce cadre de concertation. Parce qu'on est dans un pays qui se veut démocratique, on ne peut pas enfermer quelqu'un dans un choix ou dans une démarche. C'est vrai
c'est peut-être eux qui disent que le ministre a violé la loi. Peut-être le ministre, d'après lui, il estime qu'il n'a pas violé la loi. Mais il faudra maintenant se mettre ensemble pour voir dans quelle mesure, s'il y a l'un qui a violé la loi, on va voir dans quelle mesure l'orienter vers une direction défendable. En d'autres termes, je voudrais dire, un ministre, fût-il ministre de la Justice, n'est pas au-dessus de la loi. Non. Quand il viole la loi, comme c'était dit par le CSM, personne n'est au-dessus de la loi. Oui. Il n'y a que Dieu qui soit au-dessus de la loi. Il n'y a que Dieu qui est la loi. On doit déférer Samuel Mbemba devant les magistrats aussi, pour ça, pour cette violation. Mais oui, vous n'avez pas entendu ici en Afrique un président en plein exercice qui a été déféré devant, même aux États-Unis. Même aux États-Unis, je crois que c'est Trump. Un ancien président des États-Unis, c'est pas quand même n'importe qui. Mais il a été obligé de se retrouver devant un juge. Alors, combien de fortes raisons ici au Congo, là où nous sommes encore en train de ramer, pour en arriver à la justice équitable, un ministre peut aussi se retrouver dans ce contexte-là, devant un juge. Nous avons vu un ministre ici qui a été interpellé, je crois que l'ancien ministre de la Justice, qui a été interpellé par le procureur général près la Cour de cassation. Oui. L'ancien ministre de la Justice à l'époque de SCCH. Oui. Tunda. Donc si cela a été possible à l'époque, aujourd'hui aussi, ça peut être possible, mais il faut que ça soit pour une raison valable. Ça ne soit pas pour du chantage. Vous avez toutes les casquettes possibles pour bien répondre à cette question. Professeur, maître, enfin, politicien, politique. Mais ici, je réponds comme observateur. Oui, je comprends bien. Nous avons observé et nous faisons des commentaires. D'autres personnes disent que le CSM, avec sa sortie, a pour but de pouvoir... Il y a quelque chose qui est caché derrière, là. C'est qu'on s'acharne contre Samuel Mbemba particulièrement. Est-ce vrai? Bon, ça, ce sont des spéculations. Comme vous avez dit, professeur, quelqu'un comme moi, je ne peux pas faire des commentaires sur des spéculations. Mais en tant que politicien? Non, mais ce sont des spéculations. Moi, je ne peux pas faire des commentaires sur des spéculations. On a dit que s'il y a ça, c'est parce qu'il y a un acharnement particulier contre Samuel Mbemba. Ce sont des spéculations. Et moi, je ne peux pas faire des commentaires là-dessus. Et on voudrait bien qu'il puisse permettez que je sois sceptique à votre question. Sceptique, c'est pas possible. Non. Permettez que je sois sceptique à votre question. Alors, essayons d'analyser encore froidement cette affaire de trouble. D'autre part, la société civile, l'opposition parle de carnage. Le pouvoir en place parle de tentative d'évasion. Je voudrais bien écouter votre version de fait. Est-ce vrai que c'était un acte de sabotage? Acte de sabotage? Qui a saboté? Jusqu'ici, les enquêtes sont en cours. Mais d'après les premières impressions, comment dirais-je, énoncées par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, il nous a parlé des morts. Bon, ce nombre de morts, moi je me dis, devant cette comptabilité, le silence, ce manque de posture en interne, ça c'est devenu démangeaisant. C'est comme si même un seul mort, ça devrait poser un problème. Je crois que il faut que les politiques publiques dans ce secteur-là de système carcéral doivent suivre au fait la croissance démographique dans le milieu carcéral. Plus le nombre augmente, plus il faut aussi penser à l'augmentation de la capacité d'accueil. Mais c'est là... Bon, j'ai vu le constat, j'ai entendu le ministre de la Justice aller dans ce sens-là de la construction d'autres prisons. Mais je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'on a construit tous les bâtiments financiers, machin, alors qu'on devrait aussi penser à ça. Bon, si ça aussi relève du sens des priorités, je crois que la première ministre est en train de nous suivre. Alors, s'il faut établir des responsabilités, professeur, on commencera d'où pour se limiter où? Mais le premier responsable, c'est le ministre de la Justice. Parce que c'est lui qui gère les prisons. OK? Et puis, le ministre de la Justice, il doit aussi interpeller les responsables de la prison. Parce qu'on ne peut pas admettre, et le ministre de l'Intérieur. Parce que le ministre de l'Intérieur, en tout cas, il doit être informé. Nous à l'UNIKIL, là-bas, nous avons des gens qui informent. OK? Le ministre de l'Intérieur doit avoir des
des informateurs partout, même en prison. Donc cette histoire-là ne devrait pas avoir lieu si le ministre de l'Intérieur avait l'information. J'ai eu accès à quelques correspondances. Et donc les responsabilités sont partagées. À la fois par le directeur de prison, je crois que c'est Joseph Youssouf, qui est recherché, suspendu par ailleurs, et par le responsable du centre hospitalier de la prison de Makala. À maintes reprises, ils ont alerté sur le danger de la surpopulation. Un danger à la fois sécuritaire et sanitaire, sont des messages adressés à presque toutes les autorités politiques. Vous avez cité aussi le ministre de l'Intérieur, donc on peut l'innocenter. Ce pauvre monsieur, directeur de la prison de Makala, qui est porté disparu, pas porté disparu, mais qu'on ne retrouve pas. Mais s'il est porté disparu, pourquoi est-ce qu'il est porté disparu? C'est qu'il se reproche de quelque chose. Mais il faudra le retrouver, lui poser la question. Si tout le monde sait que nous avons une justice malade, il risque de payer le pot cassé carrément. Bon, moi, je ne peux pas faire les choses, par cœur, je ne peux pas commenter par cœur, je dois commenter devant les éléments plausibles. Hein, ça pourra me permettre de me faire une conviction et d'orienter ma position. Mais jusque-là, on attend que les enquêtes aboutissent. C'est peut-être après la communication qu'on pourra faire un commentaire sur des faits plausible. Alors, à ce stade, s'il faut recadrer le tir, s'il faut que les deux institutions, organes, le ministère de la Justice et le CSM, puissent regarder dans la même direction, qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qui doit être fait? Se pencher sur des règles. Les règles sont connues. S'il y a ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dépassé ses limites. Ou s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ses limites. Ou quelqu'un ne fait pas son travail comme il se doit. Mais j'ai vu quand même le ministre Constant dans une dynamique évolutiste, parce que d'ailleurs, du fait qu'il ait eu l'idée de désengorger la prison, c'est qu'il a vu le mal de loin. Mais il faudra aussi lui doter des moyens pour lui permettre de pouvoir matérialiser sa vision dans ce secteur-là. Quand il dit que moi, j'ai désengorge la prison en faisant sortir certaines là aussi, détenus, ça a un dans problème. le même temps, les magistrats renvoient le double de ce que je fais sortir. Donc comment comprendre cela, mais professeur? ils peuvent pas faire autrement, parce que vous savez, avec l'augmentation de la criminalité... Non, c'est normal, il n'y a pas à se plaindre, non? Il n'y a pas à se plaindre, mais le problème, c'est que la croissance, c'est-à-dire que comment dire, l'augmentation des prisons, okay, puisse suivre l'augmentation, la croissance démographique carcérale. Ouais. Vous constatez que la prison de Makala était destinée à recevoir 1500 personnes. Nous sommes à 15 000. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous construisez d'autres prisons. La meilleure des choses, ce n'est pas de libérer, parce que quand vous libérez, les personnes qui sont libérées ne sont pas aptes à la réinsertion. Parce vous reversez encore les criminels. Oui, il y a les clowns aujourd'hui. J'ai reçu beaucoup d'alertes au niveau de Yolo Nord. Donc c'est pas la solution. La seule solution, il y a des gens qui doivent rester. Qu'on a fait sortir de prison aujourd'hui, ils font le clown dans la cité. Il y a des gens qui doivent rester en prison. Oui. Puisqu'il y a des gens qui doivent rester en prison, construisez d'autres prisons au lieu de nous construire Arena et autre chose ici. Professeur, je vous remercie d'être passé et merci pour toutes vos analyses. Mais vous savez, vous m'avez laissé dans la soif parce que je voulais aussi parler du dialogue. Ah d'accord, oui. Vous pourriez me relancer... Je peux vous relancer au sujet du dialogue en tant que politicien. Je rappelle, vous êtes président du RCD, le Rassemblement des démocrates chrétiens. Vous êtes Rassemblement des démocrates chrétiens. Oui, c'est où comme ça? De l'opposition ou du pouvoir? De l'union sacrée. De l'union sacrée de la nation. Mais je suis favorable au dialogue. Ok. Vous êtes la première personne, le premier interlocuteur à être favorable à ça, que ce soit les personnes de l'Union sacrée que j'ai rencontrées, personne n'est favorable à ça, ni de l'opposition. Pourquoi voulez-vous de ce dialogue? Vous savez, ce dialogue, c'est un must. C'est un impératif. Vous savez, ceux qui s'opposent au dialogue, ils ont raison. Ceux qui s'opposent au dialogue, ils ont raison. Ils ont raison parce que nous avons eu des dialogues qui nous ont pondu des pleurs, des pleurs et des grincements des dents. C'est-à-dire que les gens, les échecs là de tous ces dialogues que nous avons dont nous avons été témoins, ont suscité un climat de méfiance. Les gens sont devenus très méfiants. Ils ont raison. Je crois qu'en termes de cotation, moi en tant que professeur, je leur attribuerai 20 sur 10. Mais il faudra que ces gens-là acceptent aussi que nous
qui sommes favorables au dialogue, nous avons aussi raison. Nous n'avons pas tort. Nous n'avons pas tort parce que la République démocratique du Congo n'a jamais été aussi proche de la concrétisation du plan de balkanisation, comment dirais-je, annoncé par Lumumba en 1959. Il a dit, je cite, le plan de balkanisation est établi, le complot est mondial. Je crois que Thomas Louaka va me corriger si je suis dans l'erreur. Mais je pense que c'est ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que les concepteurs de ce plan-là n'ont pas pu réaliser en termes matériels pour concrétiser leur plan de balkanisation depuis 1959 à ce jour? Et qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous avons fait depuis 1959 jusqu'à ce jour pour barrer la route à ce plan-là? Je pense que l'ennemi est en train de travailler là-dessus. Et je suppose la faiblesse de notre armée. Je suppose les contradictions depuis les pionniers de l'indépendance, c'est fait exprès. Donc moi, je pourrais dire que le serpent est entré dans la maison. Et je suppose que lorsqu'un serpent entre dans la maison, personne ne va dormir dans la maison. On doit s'unir. Mais même lorsque Martin Fayulu demande le dialogue, c'est parce que vous, l'Union sacrée de la nation, vous avez échoué. Il a sillonné le monde. Quand il arrive à l'aéroport de Paris, au Roissy-Charles de Gaulle, il regarde l'aéroport, il revient ici, c'est minable, c'est rien du tout. Il part en Chine, il part à Chicago, il voit des choses, l'évolution. En RDC, à Kinshasa particulièrement, depuis vos 5 années au pouvoir, rien n'évolue, d'après Fayulu. Je ne sais pas ce qui a motivé sa démarche. Ouais. Mais pour nous, c'est dans le sens de nos affirmations. Vous savez, nous sommes une génération sacrifiée. C'est-à-dire une génération sacrifiée parce que les générations précédentes n'ont pas préparé notre lit aujourd'hui. Ils ont passé le temps à se quereller le pouvoir et passer à côté de l'organisation de l'État. Génération sacrifiée parce que nous devions nous sacrifier pour les générations futures. Et c'est maintenant qu'il faut mettre en activité la réflexion. Vous savez, à l'époque de 1944, le général de Gaulle, depuis Londres, il a insufflé un effet drapeau. C'est-à-dire qu'il a lancé un communiqué depuis Londres pour dire aux Français de se liguer derrière les alliés, c'est-à-dire les Anglais, les Américains et les Canadiens, les Russes et les Canadiens, etc., pour barrer la route au plan nazi. Vous avez vu que tous les Français étaient derrière les alliés. À l'époque du 11 septembre, 11 septembre avec 11 septembre, ce qui s'est passé aux États-Unis, etc. Oui. Bush n'avait pas la popularité, il était dans une cinquantaine. Mais devant cette situation-là, de l'attentat, il n'y avait pas de républicains, il n'y avait pas de démocrates. Tous les Américains augmentés de la communauté internationale étaient derrière un seul homme pour pouvoir barrer la route à Al-Qaïda. C'est ce que nous voudrions ici, que le chef de l'État insuffle un effet drapeau. Un effet drapeau, c'est-à-dire... L'ennemi, c'est qui? Les dangers, c'est quoi? Nous le connaissons, le danger, c'est que nous allons perdre le pays. Nous allons perdre notre pays. Vous avez dit, les Français, c'était le nazisme. Le nazisme, oui, effectivement. Pour les États-Unis, c'était l'Al-Qaïda, les terroristes. Effectivement. Et nous, c'est quoi? C'est qui? Mais c'est connu, c'est la communauté. Le Rwanda, Kagame. Mais oui, on devrait, comme un seul homme, regarder le problème de l'Est comme un seul homme. Ne pas penser que ce problème, c'est le problème de Tshisekedi, comme à l'époque, on pensait que c'était le problème de Kabila. C'est le problème des Congolais. On doit tous se mettre derrière un seul homme pour pouvoir barrer la route aux ennemis de la République. C'est comme un caillou dans la chaussure, parce qu'au fait, ils sont là, ils sont en train de gesticuler au niveau de la frontière, mais ils n'arrivent pas à Goma. Et je ne suis même pas sûr qu'ils arriveront à Goma. Nous ne sommes pas en mesure de les repousser. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un serpent dans la maison. On ne va jamais nous organiser tant que ce serpent-là sera dans la maison. Alors il faudra que les composantes de la maison puissent se liguer, chercher le serpent, le jeter hors d'état de nuire. Je crois que nous aurons le temps de nous organiser. Professeur, j'aurais bien aimé commencer ce sujet bien avant avec vous. Oui, sinon, on doit passer à notre deuxième thématique avec le professeur Antoine Roger, le Congo, pour parler de la Chine et RDC. Professeur, si ce dialogue venait à échouer, ce serait à cause de quoi? Ou sinon, comment faire pour que ça réussisse, pour que tout le monde se range derrière ça? Parce qu'il n'y a pas un vrai débat. Oui. Le problème, c'est la culture de la mer particulière, la politique de la mer particulière.
Ma mère, c'est Tshisekedi, c'est que Fayoulou dit. Parce que Fayoulou, vous savez, quand il a brandi cette affaire de dialogue, il est taxé de tshisékédiste maintenant. C'est comme une sorcière qui a entre ses mains le gâteau. Mais vous imaginez, le gâteau devient impropre à la consommation parce que c'est la... Or, ça ne devrait pas être le cas. Oui. Il faudra voir le fond, parce que nous devrions avoir un débat de fond, un véritable débat qui n'a jamais eu lieu. Oui. Et nous en appelons à ça. S'il faut que nous, au RDC, Rassemblement des démocrates chrétiens, nous puissions nous porter caution pour pouvoir convaincre à l'effet de pouvoir vivre ce dialogue-là, moi je pense, et ce ne sera pas un partage, le dialogue pour le partage de gâteau, c'est le dialogue pour insuffler un effet drapeau. L'unité et la cohésion nationale, comme lui-même le dit bien. Effectivement. Martin Fayoulou. Merci encore une fois, professeur. C'est moi qui vous remercie. Après un professeur de droit, ce sera maintenant un professeur des relations internationales pour parler diplomatie et coopération. Le FOCAC a pris fin. Qu'est-ce que la RDC a gagné de cela? Qu'est-ce que la RDC plutôt gagne depuis toujours dans sa coopération bilatérale ou dans ses relations avec la Chine? On en parle avec lui.